Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce débat d'entre-deux tours de l'élection régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Elles étaient 9 en lice le 20 juin dernier. Elles ne sont plus que 3 pour le second tour qui aura lieu dimanche prochain. Celle qui navigue en tête, menée par le président sortant Laurent Wauquiez, la région avec toutes ses forces. Elle est représentée sur ce plateau par Émilie Bonivard, chef de file en Savoie, députée et conseillère régionale sortante. La nouvelle liste née de la fusion des 3 listes de gauche Ensemble l'écologie c'est possible, menée par Fabienne Grébert. Elle est représentée aujourd'hui par Jean-Pierre Béguin, chef de file en Savoie également. Et enfin, arrivée en 3e position dimanche dernier, la liste du Rassemblement national portée par Andrea Cotarac. Vincent Lecaillon, le chef de file de Haute-Savoie et conseiller régional sortant, est avec nous également. Merci à tous les 3 d'être sur ce plateau. Alors le scrutin de dimanche en a surpris plus d'un. Le président sortant plus haut que l'annonçaient les sondages. Les Verts en 2e position, le Rassemblement national plus bas qu'attendu et la République en marche qui ne se maintient pas. Vous voyez là le rappel des résultats au niveau de la région. Et bien sûr, cette abstention record, 77% des électeurs, 67% des électeurs ne sont pas allés voter. En Haute-Savoie, le classement reste le même. Laurent Wauquiez est légèrement plus haut que la moyenne régionale et surtout Fabienne Grébert est à 18% au lieu des 14% au niveau de la région. Là, vous voyez donc les résultats pour la Haute-Savoie. Concernant la Savoie, Laurent Wauquiez est légèrement plus bas qu'à l'échelle régionale. Fabienne Grébert est à 16% et le Rassemblement national plus haut que sa moyenne régionale, 13,7% au lieu des 12,3% au niveau de la région. Voilà pour le rappel de ce premier tour. Et on commence donc avec cette claque générale de ce double scrutin. L'abstention, elle est de 67% en Auvergne-Rhône-Alpes, 71% en Haute-Savoie et 66% en Savoie. Un chiffre pour résumer ce faible taux de participation au premier tour. Le score très important de Laurent Wauquiez, 44% des suffrages exprimés, représente 14% des inscrits. Fabienne Grébert, moins de 5% des inscrits. Et Andrea Cotarac, moins de 4% des inscrits. Même question pour tous les 3. Vos scores sont tous à relativiser aujourd'hui, Émilie Bonivard? Bonjour, oui, Bonjour. il faut faire preuve d'humilité. Toutefois, le score de Laurent Wauquiez montre que le travail que nous avons fait depuis 5 ans, de terrain, de proximité, d'efficacité pour nos élus, pour nos concitoyens, pour nos associations, pour nos entreprises, a porté ses fruits puisque, au-delà des sensibilités politiques, les électeurs nous ont fait confiance et très largement au premier tour. Il faut faire preuve d'humilité. Nous sortons d'une crise difficile et nous avons mené une campagne de terrain. C'est aussi le rôle des élus d'aller expliquer pendant un mois, pendant la campagne, à quoi sert la région, à quoi sert le département. Moi, j'ai fait des réunions dans tous mes chefs-lieux de canton pour expliquer à nos concitoyens à quoi servaient ces 2 collectivités. La proximité, c'est essentiel en politique. On ne fait pas de politique à coups de petites phrases sur Twitter. Il faut aller voir les gens, il faut échanger avec eux. Ils ne sont pas tous des masters en collectivité locale. Vous savez, nos concitoyens, ils se fichent de savoir qui s'occupe de quoi. Ils veulent qu'on soit efficace pour eux, qu'on réponde à leurs attentes. C'est ce que nous avons fait pendant 5 ans et je crois que c'est la raison de cette participation, en tout cas pour Laurent Wauquiez au premier tour. Vincent Lecaillon. Eh bien, écoutez, oui, je pense que c'est grave, ce taux de participation très faible. Il s'explique par beaucoup de choses. Nous concernant, un sondage IFOP a montré que 72% de notre électorat ne s'était pas déplacé nationalement. C'est énorme, c'est au-dessus de la moyenne nationale. Si vous rajoutez à ça les couacs d'Adrexo, j'espère que ça va faire... Donc ça, c'est pour la distribution de la propagande. Que ça va faire quand même une affaire d'État quand tout sera fini, parce que c'est quand même anormal. Quand vous ajoutez effectivement que beaucoup de maires, incités par Laurent Wauquiez, ont communiqué dans leur commune. On verra si tout ça c'est dans les comptes de campagne de M. Wauquiez. Et puis ça avantage énormément les sortants. Ça avantage. Laurent Wauquiez a fait une campagne, a fait de la publicité aux frais d'ailleurs de la région pendant 5 ans. Il est énormément avantagé. Et voilà, la communication ne s'est pas faite. On se demande pourquoi l'État n'a pas fait de clips. Il aurait dû avoir des clips comme il y a d'habitude pour les présidentielles. Je ne sais pas moi, des clips par exemple entre les matchs ou avant les matchs de football, puisqu'on est en pleine Coupe d'Europe. Eh bien peut-être que ça aurait donné quelque chose. Voilà, je crois qu'il y en a qui pleurent beaucoup parce qu'il y en a qui font semblant de pleurer parce qu'il y a une faible participation. Mais je crois que cette faible participation était aussi organisée au sommet de l'État parce qu'on sent bien que Emmanuel Macron a voulu sauter au-delà de cette élection dont il savait qu'elle serait très mauvaise pour lui.
Voilà. Jean-Pierre Béguin, ces scores, ils sont à relativiser, votre bon score notamment? Bien évidemment, personne ne peut se satisfaire de ce taux d'abstention. Quelle signification, quel message envoyer, qu'est-ce qu'on peut en prendre? Vos confrères de FR3 ont interrogé les gens sur l'abstention. Il y a 39% des électeurs qui disent « parce que ces élections ne changent rien à ma vie quotidienne ». C'est quand même un message. Ça veut dire que pour les électeurs, tout ce qui se passe à la région, ça ne les concerne pas. Et effectivement, en tractant, en allant sur le terrain, quand vous dites aux gens, mais devant la gare, vous dites, mais la région, non, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Mais attendez, vous prenez le train, là. Vous savez qui s'occupe effectivement du rail, qui est en charge des transports? Ah ben non. Alors, il y a deux messages. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une information à faire sur le rôle et les compétences de la région. Ça veut dire comment nos concitoyens sont impactés tous les jours sur ce que fait la région. La deuxième, c'est effectivement un mécontentement à l'égard des politiques. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Alors, vous additionnez les deux et vous avez ce résultat qui fait qu'il y a une défiance, qu'on ne se déplace plus parce qu'on n'a rien à gagner, parce que ça ne change rien. Et puis, de toute façon, c'est toujours pareil. Donc, à un moment, dans nos propositions, essayons d'expliquer à quoi on sert et en quoi on peut changer leur vie quotidienne. Et pas par des grandes phrases, simplement concrètement, au jour le jour. Dans le lycée, qu'est-ce qui peut changer? Dans les transports, qu'est-ce qui peut changer? Dans l'aménagement du territoire, qu'est-ce qui peut changer? Et là, on ramènera peut-être des gens vers la politique au plus près. Pourquoi ils se déplaceraient dimanche, là où ils ne se sont pas déplacés dimanche dernier? Les électeurs du Rassemblement national, vous disiez, ne se sont pas beaucoup déplacés. Ils se sont fait un peu réprimander dimanche soir. Pourquoi là, ils iraient voter? Alors, ils ne se sont pas fait réprimander. On ne réprimande pas des électeurs. Simplement, nous avons des électeurs qui sont plus jeunes que la moyenne. Nous avons des électeurs des classes populaires et on sait que c'est des gens qui se déplacent. Pourquoi ne sont pas déplacés? C'est ce que vous avez dit. Effectivement, je pense qu'ils ne comprennent pas ce que c'est vraiment la région. Beaucoup m'ont dit, parce que je fais beaucoup de porte-à-porte, on ira au présidentiel. C'est une erreur grave parce que tout ne se joue pas qu'au présidentiel. Voilà, tout ne se joue pas qu'au présidentiel. Aujourd'hui, vous avez vu des lois de décentralisation qui ont donné du pouvoir depuis maintenant 40 ans à la région, au département, etc., aux communautés de communes, aux communes. Je pense que les Français doivent en avoir conscience. Tout ne se joue pas qu'au présidentiel. Et je leur dirais, déplacez-vous, allez voter, envoyez une véritable opposition au système. Et la seule opposition au système, c'est la nôtre. Pourquoi iraient voter les électeurs? En plus, là, Laurent Wauquiez a une avance confortable. 200 000 voix vous séparent entre les premiers et les deuxièmes si on additionne les listes de gauche. Pour deux choses, alors je reviendrai sur ce qu'a dit mon collègue Le Caillon. Je crois que nos électeurs ont besoin de cohérence. Et sur le Rassemblement national, quand on sait que le tête de liste, Andrea Cotarac, était à la France Insoumise et conseiller régional avec nous à la France Insoumise en début de mandat, je crois que le message, il est brouillé pour les électeurs. Ça, c'est pas clair. La cohérence, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous avons en face une fusion de plusieurs listes de gauche qui sont en désaccord sur un certain nombre de projets qui, pour les Pays de Savoie, sont absolument essentiels. Je pense notamment au fret ferroviaire, au transfert du transport de marchandises de la route vers le rail avec le Lyon-Turin. C'est un exemple. La fusion de projets individuels ne fait pas un projet collectif, ne fait pas un projet politique pour un territoire. On ne peut pas avoir pour projet politique uniquement de battre un autre parti. Ce n'est pas comme ça qu'on construit le territoire. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à nous mobiliser pour montrer à nos électeurs que le projet de Laurent Wauquiez, notre projet, c'est le seul qui est réellement cohérent, qui a une visibilité au bénéfice de nos territoires de Savoie. Jean-Pierre Béguin, vous avez Europe Écologie Les Verts envoyé un communiqué ce matin encore en disant ce n'est pas peine perdue. Allez voter dimanche, on peut encore gagner face à Laurent Wauquiez. Alors, on va relativiser les chiffres. On est à la mi-temps. Laurent Wauquiez, une avance confortable. On ne va pas le nier, on ne va pas raconter, on ne va pas se mentir. Sauf que cette avance s'élève, vous l'avez dit, sur mes chiffres, à 213 000 voix, sur 5 300 000 habitants. On va relativiser. Les 18-25 ans se sont abstenus à 85%. Il y a 85% de notre jeunesse qui n'est pas allée aux urnes. Donc il va y avoir des messages à envoyer sur pourquoi ils ne sont pas venus et pourquoi on pourrait les faire venir. Après, sur la fusion,
Effectivement, je pensais que ça allait arriver, mais c'est arrivé très tôt, Madame Bonnivard, sur le Lyon-Turin. On va D'abord, parler de la mobilité, ouais. avant la mobilité. D'abord, ce qu'on va dire, c'est que je suis étonné que le Lyon-Turin fasse débat, parce que ce qui fait débat, effectivement, dans notre fusion, ce n'est pas le Lyon-Turin en tant que tel. Il existe le Lyon-Turin. Il y a des trains qui vont de Chambéry, de Lyon à Turin. C'est le tunnel de base. Or, le tunnel de base, Madame Bonnivard, il n'est pas de la compétence de la région. Alors, on est bien d'accord. Et sur les accès, hier, on a eu une conférence de presse avec François Chemin, qui est le maire de Fourneau et qui est 3e sur notre liste. On est parfaitement au clair là-dessus. C'est-à-dire, nous, ce qu'on défend, c'est de dire, n'attendons pas que le tunnel de base soit fait pour mettre les camions sur les trains. Mettons-les tout de suite. On va reparler de la mobilité. Voilà. Promis, le Lyon-Turin, c'était prévu qu'on en parle. Juste une question, puisque vous avez évoqué la fusion, et après je vous redonne la parole, Vincent Lecaillon. Évidemment, oui, cette fusion, vous êtes la seule qui a fusionné, donc où la liste a été modifiée. Vos deux listes, vous n'ont pas bougé. Dans la nouvelle liste née de cette fusion, les Verts restent largement majoritaires, hein, puisqu'ils étaient en tête au premier tour. J'ai pris l'exemple de la section de la Savoie. J'ai compté 6 colistiers de Fabienne Grébert, 4 de Najat Vallaud-Belkacem et 3 de Cécile Kuckerman. Les têtes de liste ont aussi bougé. Il y avait pas mal de femmes au premier tour. Là, c'est plus le cas, ne serait-ce que pour la Savoie. Vous étiez numéro 2, vous êtes passé numéro 1 pour faire de la place à tout le monde. Ça fait forcément un peu tambouille. Oui, ça peut faire tambouille. D'abord, expliquer que les candidats sont des conseillers régionaux, donc ils vont représenter une région et pas forcément uniquement leur territoire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand on fait une fusion, et rassurez-vous, la fusion, elle n'a pas commencé le dimanche soir à 8h. Ça fait des mois qu'on travaille ensemble, qu'on n'a pas pu se rassembler dès le premier tour, mais que sur le projet, si vous regardez les différents projets, il y a quand même énormément de convergence. Donc, quand on fait une fusion, il y a une alchimie qui est effectivement très difficile entre la parité, entre le respect des territoires des gens, et après, oui, il y a des gens qui ont changé, même parce qu'on va y venir, il y a des gens qui ont changé de département, parce que dans un tout petit département, vu les résultats, peut-être que dans ce département-là, on disparaît. Ça veut dire que cette personne-là, qui représente, ne sera pas élue par le jeu, effectivement, des résultats. Oui, par exemple, Natacha Muratiol, je ne voudrais pas écorcher son nom, était numéro 1 dans le Cantal et numéro 3 en Haute-Savoie. Ça ne veut pas dire que c'est l'élu, elle ne retournera pas dans le Cantal. Est-ce qu'on peut concevoir qu'il y a une circonscription, on va dire, où il y a 30 élus ou 25 élus, puisse accueillir un élu, ou dans sa propre circonscription, il n'y en a que 4, et qu'elle aura des chances de ne pas être élue. C'est la représentativité qui compte du territoire. Ça veut dire que dans le Cantal, par exemple, il n'y aura personne de notre bord qui représentera le Cantal. Bon, après, ça peut paraître tambouille, faut l'expliquer aux gens. Et ça concourt aussi à la défiance envers les politiques. C'est-à-dire qu'on a des articles aujourd'hui qui sortent en disant « vous magouillez », etc. Ben non, il faut expliquer aux gens pourquoi ça s'est fait comme ça, et que c'est honnête, et que ce n'est pas parce que des gens veulent absolument être élus. Vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, alors je vais réagir, je vais répondre à Madame la députée, Madame Bonnivard. Si que Monsieur Cotarac nous a rejoint et qui vient effectivement de la France Insoumise, c'est tout simplement qu'il n'a plus trouvé sa place et qu'il a vu qu'il s'était trompé. Il nous a rejoint pourquoi? Là, j'ai pris le premier que j'ai trouvé, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez, c'est la paix du 28-29 mars. Et puis vous regardez ici, donc nos consignes de vote. Elles sont ici. Vous voyez, on avait un certain nombre pour ou contre, etc. Eh bien nous, au Conseil régional, je prends cet exemple-là, nous avons voté, par exemple, pour un amendement LR. Nous avons voté plusieurs rapports LR. Nous avons voté 2 amendements du Parti communiste. Nous avons voté 9 amendements RCS, PRG, etc. Nous sommes les seuls, je dis bien que les téléspectateurs nous écoutent, nous sommes les seuls qui pouvons voter des amendements des autres ou les rapports de l'exécutif parce qu'il nous semble bon, quand il nous semble bon. Alors qu'en face, nous avons systématiquement, un état d'esprit d'appareil, un état d'esprit sectaire qui nous renvoie systématiquement quand ça vient du Rassemblement national. Et on a vu le président Wauquiez, quand nos vœux étaient bons, etc., reprendre notre vœu, introduire le vœu, ce qu'il a le droit de faire en tant qu'exécutif, faisant sauter le nôtre et imposant le sien. De la même façon pour un certain nombre d'amendements ou de réflexions qui ont été reprises. Voilà, vous avez un esprit sectaire. Et je pense que c'est parce que, comment dirais-je, monsieur Andrea Cotarac a apprécié quand il était à la France Insoumise cet esprit de construction, de constructivité que nous avons, nous,
qui nous a rejoints. Nous sommes le Rassemblement national. Lui, ici, nous avons pris quelqu'un qui est monsieur André Cotarac. Dans le sud, nous avons Thierry Mariani, qui est un ancien ami de Madame Bonnivard. Et voilà, nous sommes un parti de rassemblement, tout simplement. Mais pas de magouille, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Vous souhaitez répondre sur ce sujet ou on avance sur la mobilité ? On avance. Donc justement, on a commencé un petit peu à entendre la mobilité avec le fameux sujet du Lyon-Turin. Il y a pas mal de grandes compétences au niveau de la région et donc à commencer par celle de la mobilité. Les transports représentent 38% du budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, c'est tout simplement le premier. 1,458 milliard, si je ne me trompe pas, sur un budget de 3,851 milliards. Alors, quelle serait votre première mesure, votre première priorité en tous les cas, si vous prenez ou conservez les rênes de la région ? Émilie Bonnivard. Alors moi, je souhaiterais vraiment qu'on puisse lier les deux thèmes, la mobilité et l'environnement, puisque l'amélioration de la qualité de l'air est notre objectif principal en termes d'environnement. Il est directement lié à la mobilité. Nous avons déjà investi près d'1 milliard d'euros en Haute-Savoie pour le Léman Express, pour améliorer les liaisons ferroviaires entre la Haute-Savoie Évian, Genève, Thonon. Nous avons également investi dans des études pour améliorer la ligne ferroviaire, la modernisation de la vallée de l'Arve, moderniser la liaison entre la Haute-Savoie et la Savoie également, entre Aix-les-Bains, Rumilly et Annecy. Nous avons un projet très important en Savoie de lancement d'un RER métropolitain entre Aix-les-Bains et Alpespace, Montmélian. L'objectif, c'est de proposer aux usagers de la route de prendre le train de manière beaucoup plus importante pour aller à leur travail, pour se déplacer, en leur proposant un service de train plus performant, plus efficace, plus en adéquation avec ce qu'ils attendent. Pour nous, c'est extrêmement important. Et sur la mobilité, nous avons également un grand plan d'investissement dans les voies vertes, dans les pistes cyclables, pour que également ce mode de transport soit davantage utilisé en toute sécurité également pour nos concitoyens. Et puis, nous y reviendrons certainement sur la qualité de l'air, mais je souhaitais revenir sur le plan que nous avons mis en place d'amélioration de la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve, puisque nous avons pu avoir des résultats très concrets pour une écologie positive, pas de fatalité pour des résultats qui ne sont pas bons en termes d'environnement. Jean-Pierre Béguin, vous ne pouvez être que d'accord avec ce qui vient d'être dit, du vélo, du train, la qualité de l'air. Ça me réjouit. Franchement, ça me réjouit. Il faut savoir que les transports sont responsables dans notre région de près de 32% d'émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas neutre quand on voit les répercussions sur la santé des gens, effectivement, sur les problèmes de respiration, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut une alternative à la voiture. Une alternative. Mais on ne stigmatise pas des gens, on ne les montre pas du doigt, on est pour une écologie généreuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut mettre du chemin de fer, il faut arriver à ne pas fermer des gares, à ne pas fermer des lignes, à avoir un cadencement qui est plus important, parce que l'usager, quel est le rapport qualité-prix entre prendre ma voiture ou prendre le train? Premièrement, et là, on va parler du dernier kilomètre. On ne peut pas résoudre les problèmes de transport par un moyen de transport unique. Ça veut dire que tout le monde n'habite pas à côté d'une gare, tout le monde n'habite pas à côté, effectivement, d'un arrêt de bus, forcément. Il va falloir qu'on conjugue du train plus vélo, du train plus covoiturage s'il faut avec des parcs relais. Et ça se fait en association avec les communes et avec des agglos. Mais proposer une alternative où les gens vont avoir effectivement des satisfactions, c'est moins coûteux, c'est moins polluant, c'est moins cher. Effectivement, on va les faire basculer. Les gens, ils ne changent pas par plaisir, ils changent par nécessité. Si on se rend compte qu'on met plus de temps pour se déplacer d'un point A à un point B en voiture qu'en train plus vélo, effectivement, on arrivera à en convaincre. Vincent Louquier, attention, vous avez un peu d'avance. Je suis bien content d'entendre M. Béguin prendre une position qui n'est pas une position anti-voiture, mais je le renvoie alors à M. Astorg, un maire d'Annecy. Moi, j'habite sur les bords du rive du lac. Je vous signale, c'est infernal depuis que M. Astorg prend la moitié de la place pour les pistes cyclables et il n'y a plus rien pour la voiture. Encore une fois, moi, je l'ai dit, vous êtes enseignant, moi aussi, géographie. On ne change pas les règles comme ça. Les villes ont été faites dans les années 60-70 par et pour la voiture. Il faut évidemment changer la règle du jeu, mais ça ne va pas se faire d'un seul coup. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'arrivent des écologistes quelque part, dans n'importe quelle ville, quand ils arrivent au pouvoir, c'est
c'est la chasse à la voiture, c'est des ayatollahs, c'est des idéologues. Donc ils font absolument tout pour renforcer encore les embouteillages et finalement on n'en termine pas. Alors je voulais dire aussi à Madame Bonnivard, vous vous targuez d'un certain nombre d'aménagements qui ont été faits pour les transports, mais heureusement. C'est une des principales compétences avec le lycée de la région. Je veux dire, ce que vous avez fait, je pense que d'autres l'auraient fait aussi, avec peut-être des mesures des choses un peu différentes. Je peux vous dire que nous l'aurions fait. Et moi, je porte le projet depuis très longtemps et bien avant les écologies sur les bords du lac d'Annecy, d'un tramway sur la grande cluse d'Annecy, qui irait d'Annecy à Albertville. Et puis, je voudrais ne pas parler que des transports, il y a aussi les lycées. Moi, j'étais à la commission lycée. On est sur la mobilité. Alors, on parlera des lycées. Les lycées, d'accord, voilà. Le Lyon-Turin, puisque justement c'est un sujet, hein, la liste de Fabienne Grébert est pour la modernisation du tunnel historique du Mont-Cenis dès maintenant, pas forcément pour la ligne haute vitesse et le tunnel de base. Ce n'est pas le cas de la liste de Najat Vallaud-Belkacem et Cécile Cukierman. Aujourd'hui, votre position de la nouvelle liste sur le Lyon-Turin? La nouvelle liste, c'est de dire, rapidement, on ne peut pas attendre 2030 ou 2032 ou 2035 quand le tunnel de base sera fini pour mettre les camions sur les trains ou des containers sur les trains. Ça veut dire qu'en attendant, là il y a 15 ans à passer, il me semble que tout le monde parle aujourd'hui de ce qui s'appelle une urgence climatique. S'il y a urgence, il y a peut-être des décisions à prendre urgentes. Donc il y a des aménagements à faire pour mettre les camions sur les trains vite. Alors, effectivement, il va falloir doubler des voies. On sait qu'entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry, c'est un problème. Il y a de la sécurisation à faire sur des voies, du cuvelage, des murs anti-bruit pour que, effectivement, les nuisances ne soient pas énormes et soient supportables par les habitants. On sait aussi que, oui, il y a des locomotives, il y a des wagons qui ont 30, 40 ans, qui font beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, il y a du nouveau matériel qui est beaucoup moins sonore. Commençons par faire ça. Et après, effectivement, on peut passer de 30 à 60 sous le tunnel du Mont-Cenis. Pour des problèmes de sécurité, on ne pourra peut-être pas aller à 100. Regardez ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. On est à un vrai déficit. Oui, je crois que les dernières études, que ce soit côté français ou Italie, on est sur une 50aine de convois par jour maximum pour le tunnel historique du Mont-Cenis. Émilie Bonnivard, en plus, vous êtes la députée de la Maurienne, oui, donc alors, vous connaissez bien le sujet. Je félicite M. Veillin pour la belle pirouette. Nous partageons le même objectif que vous sur le report modal dès maintenant, bien évidemment, et je le porte auprès du gouvernement. Pour nous, c'est absolument essentiel. Simplement, les deux objectifs doivent être absolument menés de front, puisque avec la ligne historique, nous ne parviendrons pas à faire du transport modal performant pour le siècle prochain. Nous parlons de 3 millions de poids lourds qui circulent dans les Alpes, Alpes du Sud, Alpes du Nord, chaque année. C'est des camions sur l'autoroute de la Maurienne, évidemment, sous le tunnel du Mont Blanc, plus de 600 000 camions sous cette vallée, sur cette vallée et sur le Mont Blanc. Nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Et c'est une contre-vérité de dire que nous allons pouvoir mettre plus d'1 million de camions sur les trains et les faire passer sur la ligne classique. C'est la ligne notamment sur les bords du Bourget du Lac. C'est la ligne à l'air libre qui traverse la vallée de la Maurienne, la Combe de Savoie. Moi, je ne veux pas que mes concitoyens subissent dans les 30 prochaines années, dans les 40 prochaines années, que nos enfants subissent une ligne aérienne où des milliers de trains peuvent passer. C'est aussi beaucoup de nuisances. La réalité, c'est qu'en termes de performance sur le report modal, un tunnel qui a plus de 100 ans ne peut pas être compétitif par rapport au projet du Lyon-Turin. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le tunnel de base, moi je suis mauriennaise, Laurent Wauquiez s'est rendu en Maurienne en début de semaine pour visiter l'entrée du chantier. Nous accueillons ce chantier. Nous accompagnons le territoire aussi pour que ce soit une opportunité et pour que les nuisances soient baissées sur ce chantier pour la population mauriennaise. Mais la question des accès, elle est fondamentale. Et les collectivités locales, la région, les départements, les villes ont un rôle à jouer dans la définition et dans l'accompagnement des accès au tunnel. Donc si on fait un tunnel Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne, si on fait un tunnel et qu'on ne fait pas les accès, comme ce que vous semblez indiquer, Monsieur Béguin, ce sera du gaspillage d'argent public. On est en train de faire un entonnoir à l'envers, on est bien d'accord. Exactement. Donc il faut un gros tuyau qui ne peut pas être
alimentés par les accès. C'est la raison pour laquelle il faut le faire en même temps et l'Union européenne est pleinement mobilisée à nos côtés pour financer également les accès et que nous arrivions à pouvoir faire l'infrastructure à peu près en même temps pour un report massif de la route vers le rail. C'est juste nos territoires de Haute-Savoie et de Savoie qu'il s'agit de désengorger en matière de transport de marchandises. Votre position sur la question du Lyon-Turin? Alors, sur la question du Lyon-Turin, on avait été contre le tunnel du Lyon-Turin depuis longtemps, à l'époque de Dominique Martin, donc vous voyez que ce n'est pas une prise de position qui est récente. Moi, j'entends bien mes collègues, tout le monde est évidemment pour le report de la route sur le rail, c'est évident. Néanmoins, j'ai en face de moi 2 candidats qui sont des candidats mondialistes, parce qu'à un moment donné, traiter les choses quand le problème est là, et les traiter de manière technique, en y mettant de l'argent pour toujours faire finalement de la course en avance, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut revoir quelles sont les causes profondes de ce problème. Les causes profondes de ce problème, c'est qu'on a aussi un pays qui est complètement désindustrialisé, qu'aujourd'hui on produit, on est obligé d'importer, d'exporter. Il faut réduire, il faut relocaliser notre industrie. Alors vous me direz, ce n'est pas que du ressort de la région, c'est beaucoup plus global. C'est pour ça que les gens devraient aller voter à toutes les élections. Mais aujourd'hui, ces 2 candidats de 2 listes mondialistes sont en train de réparer des conséquences dont elles refusent des causes. Or, les causes, elles sont là, elles sont dans la mondialisation, dans l'augmentation des flux interétatiques, et en particulier chez nous, entre la Suisse, entre l'Italie, du Nord, qui est très industrialisée. Je crois qu'à un moment donné, il faut remettre les choses en place. Et remettre les choses en place, c'est relocaliser notre industrie, relocaliser un minimum de compétences, et on aura une baisse de ces échanges, qui sont des échanges internationaux, qui sont coûteux en termes de gaz à effet de serre et de pollution. Simplement en 10 secondes. En 5 secondes. Sur la relocalisation, on va en parler très vite. Sauf que relocaliser, ça veut dire des industries ici. Ces industries, il va bien falloir les alimenter en matières premières, par exemple. Donc, ça serait bien que ce soit les camions sur les trains qui les alimentent. Oui, bien sûr, on est d'accord là-dessus. C'est évident que ce soit les camions sur les trains. Personne n'est contre le ferroutage. Voilà. On va passer au thème de l'économie, mais juste avant, une petite page de pub, mais on se retrouve juste après. Après la mobilité, la relance et l'économie, vous commenciez à en parler, l'une des compétences de la région. 322 millions d'euros, ils sont consacrés dans le budget actuel, soit 8% du budget global. Vous avez commencé à parler de réindustrialisation. Vincent Lecaillon, à quoi doivent servir ces budgets en matière d'économie? Quelles doivent être les priorités? Alors, d'abord, je voudrais revenir aussi sur un problème qui est celui de la région, en termes d'aménagement du territoire, qui est une de ses compétences principales, c'est les lycées. On va en parler, les lycées. On va en parler, promis, on en parlera avec le bien vivre ensemble. Écoutez, la région, c'est un des acteurs territoriaux, avec les départements, avec les communautés de communes, avec les communautés concernant l'économie. L'économie, c'est une compétence un peu transversale que chacun a, et avec évidemment l'État. Eh bien, je crois que de notre côté, à la région, nous devons au maximum axer notre politique sur le rétablissement et l'installation d'activités économiques qui soient non délocalisables. Et comment on fait? Eh bien, en particulier sur le tourisme, en particulier sur l'artisanat et en particulier sur l'incitation au retour de certaines industries ou éviter que celles qui doivent partir ou qui veulent partir à l'étranger le fassent par des mesures incitatives ou par des mesures, pourquoi pas, coercitives également. Ça me semble pas être un gros mot à un moment donné quand certaines entreprises bénéficient finalement de la manne de la région, de l'État ou de n'importe quelle collectivité, qui est quand même de l'impôt, qui est quand même de l'argent qui vient des contribuables, ne l'oublions pas, et bien que cette manne-là, elle puisse être réservée aux industries et aux entreprises qui souhaitent demeurer sur le territoire. Et pourquoi pas un remboursement a posteriori si une entreprise s'en va ou déménage à l'étranger. Il faut des mesures coercitives pour réindustrialiser. Est-ce que c'est une priorité ? Alors, moi, je souhaiterais revenir très brièvement sur ce que nous avons fait depuis 5 ans, puisqu'avec Laurent Wauquiez, nous avons investi massivement dans notre économie, ce qui n'était pas le cas sous l'ancienne majorité écologiste et socialiste. Nous avons mis en place le dispositif Industrie du futur, avec des subventions pour nos industries, pour investir dans des nouvelles machines, pour développer leur marché, pour développer leur activité, pour renforcer l'emploi. Nous avons accompagné nos commerçants, nos artisans, tous les secteurs de l'économie ont été accompagnés par la région depuis le début du mandat pour moderniser leur commerce, pour faire de la vente à domicile, de la livraison. Nous avons également multiplié par 3 le budget
à l'agriculture avec une aide à l'installation pour les jeunes qui est la plus haute de France parce que c'est notre priorité. Près de la moitié des agriculteurs partiront à la retraite dans les 10 prochaines années. Il est important que nous accompagnions notre agriculture, notamment pour qu'elle se protège face aux aléas climatiques. Et enfin, nous n'avons pas eu peur d'accompagner l'économie touristique. En Savoie, c'est 50% de notre PIB, avec un grand plan sur le thermalisme et sur l'économie de la montagne, sur nos stations, près de 600 millions d'euros. Et nous avons été présents pour nos entreprises pendant la crise. Ça, c'est ce que nous avons fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire Et alors ? ce qui reste à faire, en tout cas, c'est continuer, bien évidemment, parce que je crois que nous avons fait preuve de l'efficacité de notre accompagnement en matière économique. Ce qui reste à faire, c'est un plan de relocalisation que Laurent Wauquiez a annoncé dans son programme d'1 milliard d'euros pour amener dans notre région un certain nombre de productions qui ont disparu de notre pays. On a vu avec la crise que nous ne pouvions pas continuer à être dépendants à ce point de production étrangère. Je pense bien évidemment aux masques. Donc un grand plan de relocalisation avec 1 milliard d'euros pour produire des vélos, du textile, et d'autres productions essentielles à nos habitants et conforter l'emploi, et un fonds d'investissement des épargnants de la région pour qu'ils puissent eux-mêmes investir dans les entreprises de notre région, nos entreprises, nos emplois, nos investissements. Et je vois que Laurent Wauquiez et son équipe sont d'accord avec le Rassemblement national, ça fait plaisir. Ou inversement. Je ne crois pas, parce que ça fait longtemps que nous le portons. Bien plus longtemps que vous. Jean-Pierre Béguin, quelle doit être la priorité si vous prenez les rênes de la région en matière d'économie ? Je suis ravi que mes collègues parlent de relocalisation parce que les Verts et la gauche parlent depuis longtemps de relocaliser, de maintenir l'industrie, etc. Quand on voit par exemple ce qui se passe à Ferropem, Ferropem c'est l'excellence À la léchère, oui. à la léchère. Et ça va partir. Et ça va partir parce qu'une fois de plus, on va gaver des actionnaires au détriment des personnels. Mais Voilà. là, que peut la région, par exemple Par exemple, c'est soutenir des industries d'excellence. Il y a Ferropem, il y a Photovoit, etc. Pourquoi on parle de panneaux solaires ? Ces gens-là sont compétents dans ce domaine-là. Pourquoi on ne les soutient pas ? Pourquoi on ne les aide pas ? Parce que pour l'instant, ils sont livrés à eux-mêmes quand même. Ça veut dire qu'on peut être le lien pour des négociations entre eux et leur direction et l'État pour qu'on y mette. Ça s'est passé à Saint-Jean-de-Maurienne quand même, il me semble. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, dans toutes les actions économiques, il manque effectivement, dans ce qu'a fait Laurent Wauquiez, un maillon énorme qui est la formation. Laurent Wauquiez a laminé la formation. Si on veut relocaliser, si on veut mettre des industries ici, il faut parler de nouveaux métiers. Il y a un nombre infini de métiers qui vont exister en 2030 ou en 2040 qui n'existent pas aujourd'hui. Donc il va falloir former ces gens-là. Ça, c'est effectivement important. Parce que quand on parle d'économie, on ne peut pas parler simplement d'industrie. C'est un écosystème. Si on veut produire, il faut des gens formés. Si on veut effectivement les aider, il va falloir qu'ils puissent se convertir, etc., etc. On parlait des métiers de la montagne et du tourisme. On le sait. On le sait qu'on va aller au bout du tout remontée mécanique. C'est pas de dire aux gens, maintenant on va arrêter le ski. C'est de dire comment une montagne 4 saisons, elle peut vivre. Et bien cette montagne 4 saisons, il va falloir que des gens puissent avoir une formation pour les nouveaux métiers de cette montagne 4 saisons. On ne peut plus se satisfaire d'une mono-activité et après que des gens se retrouvent sans rien. Une réponse peut-être sur la formation ? Sur la formation professionnelle, on a simplement augmenté de 77% par rapport à l'ancienne majorité écologiste socialiste le nombre de jeunes en apprentissage. On a simplement arrêté de financer des formations qui ne servaient à rien. On a financé massivement des formations dans l'industrie, dans les métiers du soin, dans les métiers du numérique. C'est juste Laurent Wauquiez qui a créé le campus du numérique sur les métiers du numérique de demain. Donc là, on est sur des contre-vérités que je ne peux pas laisser dire. Nous voulons financer des formations dans lesquelles il y a des débouchés et dans lesquelles les personnes vont trouver un métier et arrêter de financer des stages parking, simplement pour permettre aux gens d'être en formation sur des formations qui ne sont pas qualifiantes et qui ne vont déboucher sur rien. De l'efficacité, c'est de l'argent public. Une formation doit mener à un emploi. On a remis simplement dans l'ordre dans la formation professionnelle et nous avons augmenté, comme je l'ai dit, le nombre de jeunes en apprentissage de plus de 77%. Je vous laisse répondre rapidement et après rapidement. Comment on peut dire qu'il faut investir pour ce qui va... On ne sait pas quels sont les métiers de demain. On peut effectivement commencer à mettre en place des formations. On ne sait pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir. Pour les connaître ça veut dire qu'au fur et à mesure, il va falloir accompagner. Et quand on parle de l'apprentissage, c'est une chose, mais le suivi individualisé des chômeurs,
Ça a disparu. Ça veut dire qu'effectivement, ce que Mme Bonnivard appelle des stages parking, c'était ça. C'était effectivement arriver à suivre des gens qui étaient largués, qui étaient au bord du chemin. Si on ne les accompagne pas, ces gens-là, effectivement, ils perdent les pédales. Vincent Loguillon, c'est votre moment où vous vouliez parler des lycées. Là, on est Oui, dans la formation des lycées, mais professionnelle, pour la formation, l'apprentissage. je pense qu'il faut avoir une approche. Pardon. Non, j'ai dit c'est une approche globale. Une approche globale. Vous avez fait une bonne réflexion. Et comme disait Jean Baudin, il y a de richesse que d'hommes. Le problème, c'est quand on voit la majorité à laquelle vous n'appartenez plus, elle est plus majoritaire, mais quand vous aviez donc la gauche qui était au pouvoir et que ça a été repris après par les macronistes, quand vous avez eu les réformes des lycées qui a supprimé ou qui a bien cassé le technique, aujourd'hui on a des problèmes en lycée. Vous n'avez plus de formation technique. Et on n'arrive plus à attirer des jeunes dans les formations techniques. Donc moi, je veux bien, avant d'essayer que la région répare finalement les bêtises qui ont été faites par l'État, il faut reprendre tout ça un petit peu en amont. C'est bien ce que j'appelle une approche holistique. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans les lycées ou en matière de formation? Alors d'abord, remettons l'église au milieu du village. Le lycée, la construction des lycées, l'entretien des lycées, etc., pour leur permettre de vivre, c'est une des premières, si ce n'est pour moi la première compétence, peut-être avec le transport de la région. Eh bien, moi, j'ai eu l'occasion de critiquer un petit peu les annonces de Laurent Wauquiez de son exécutif, parce qu'on est souvent dans l'annonce. Moi, je veux bien, mais il y a eu une campagne électorale qui finalement s'est faite depuis 5 ans, on est souvent dans l'annonce. Et moi, quand j'ai vu le plan Marshall pour nos lycées, je me suis un peu approché de tout ça. Il annonce, Monsieur Wauquiez a annoncé à cette époque je veux dire, un plan faramineux. Or, quand on approche, on voit que l'augmentation des sommes qui ont été dévolues à ce plan ne dépasse pas 5%. Et quand on prend en compte le nombre de lycéens qui a augmenté, on voit que par lycéen, le ratio par lycéen a diminué. Moi, je vois que dans le Chablais, il y a eu refus des élus parce qu'il y a eu une mauvaise concertation avec l'exécutif de la région. Il n'y aura pas pour le moment de lycée dans le Chablais. Moi, je demande un lycée dans le neuf nouveau, dans le bassin ancien, toujours pas d'actualité. Il y a eu une restructuration qui devait être faite au lycée de Ouachenal parce que c'est le lycée du département et de la région où vous avez le plus de classes mobiles. Eh bien, ça n'a toujours pas été fait. C'est gelé. Donc, je dis, et pour faire un lycée, c'est entre 6, 7, 8 et 10 ans. C'est très long. Donc je dis qu'aujourd'hui, il va y avoir des problèmes qui vont arriver dans 1 an, 2 ans, dans quelques années, voire dans 5 ans, parce que nous n'avons pas construit de lycée. Vous construisez ces nouveaux lycées. Nous construisons ces nouveaux lycées parce que c'est 4000 élèves supplémentaires en 10 ans dans notre région, et principalement l'Ain et la Haute-Savoie. Vous souhaitez répondre ? Oui, simplement sur la formation professionnelle, on a une proposition pour les jeunes de moins de 30 ans qui n'ont pas forcément de métier ou en tout cas qui ont fini une première formation sans avoir de débouché. Nous proposons de les accompagner avec une bourse de 4 000 € pour se former dans des métiers qui recrutent. Dans le soin, des métiers infirmières, aides-soignantes, il y a besoin de recrutement. Dans l'industrie du futur, il y a besoin de recrutement. Moi, je vais voir des entreprises tous les jours, elles savent très bien les métiers dont elles ont besoin. Ces jeunes, on veut leur donner une bourse pour qu'ils puissent suivre des métiers des formations dans lesquelles il y a des débouchés. Sur les lycées, effectivement, nous avons mis en place un plan Marshall sur les lycées pour investir dans nos lycées, les sécuriser et améliorer la qualité de ces lycées. Nous avons quand nous sommes arrivés à la région, le constat était très délicat en raison d'un sous-investissement dans les lycées. Nous avons tout d'abord sécurisé nos lycées. À l'époque, M. Cotarac avait voté contre puisqu'il disait que Laurent Wauquiez, c'était le tout sécuritaire. Je suis contente qu'il nous rejoigne aujourd'hui. Et sur les lycées, par exemple, moi je prends en Savoie l'internat du lycée Vaugelas. Moi, il y a 20 ans, j'étais dans cet internat avec des box, avec des rideaux qui se fermaient comme ça. Il y a 1 an, les jeunes, ils étaient encore dans cet internat complètement désuet. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'investissement a été fait pour le lycée Vaugelas. Un investissement majeur pour le lycée du Gine. Et moi, il n'y a pas de problème. On a prévu de construire de nouveaux lycées, d'entamer la construction de nouveaux lycées. Donc, nous sommes ouverts, évidemment, à tous les besoins de nos territoires de Savoie. Sur la question des lycées, rapidement, et de la jeunesse. Oui, sur la question des lycées, je n'ai pas le chiffre exact, mais il me semble bien qu'en termes de création de lycées, sous le mandat de Laurent Wauquiez, il y en a eu 0. J'en connais pas, moi. Dans notre département, il y en a eu 0, mais je crois qu'effectivement, il y en a eu 0. Votre micro. Il y a 5 ans, vous avez dit qu'il faut 10 ans pour construire un lycée. Vous n'en avez lancé aucun. D'accord, mais lancez-en. Il n'y en a même pas qui sont lancés. Vous n'en avez lancé aucun. Donc, on est bien. On a réinvesti massivement. Aucun. Et puis alors, le seul que vous avez essayé de lancer, c'est celui du Chablais. Je m'excuse, c'est quand même la gabegie totale. Vous avez trouvé un terrain qui ne convient absolument pas. Et on a vu tous les élus locaux du coin, quelque bord qu'ils soient, dire non au terrain que vous aviez
est choisi, du coup, eh bien, on va encore attendre pour le lycée. Ça a perdu encore, on a perdu 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, on laisse la parole à Jean-Pierre Et- Béguin sur cette question et après on voilà, passe et au simplement, vivre ça ensemble. fera le lien avec le vivre ensemble après. Pour moi, si vous voulez, un investissement en portique, c'est pas forcément quelque chose qui peut me réjouir, parce que j'aimerais autant qu'on ouvre les lycées et ces lieux de connaissance à un maximum de population, y compris par exemple les gymnases dans les lycées, dont la région est à la charge. Contrôler, laisser des portes, investir. Est-ce que, effectivement, c'est utile? A priori, c'est un système sécuritaire qui ne fonctionne pas. Moi, j'aimerais autant qu'il y ait de l'humain dans les lycées, qu'il y ait des gens qui, effectivement, par rapport aux carences de l'État, je suis tout à fait d'accord, à l'abandon de l'État en termes de moyens humains dans les établissements scolaires, que la région puisse prendre le relais. Est-ce qu'il vaut mieux, dans un établissement, un assistant d'éducation qui va aider les lycéens, ou des gens qui les aident à l'orientation, ou des portiques et des caméras? Je crois que le choix est vite fait. Eh ben justement, la transition, comment l'échelon régional qui porte, donc je le rappelle, les compétences des lycées, de la formation, de l'aménagement du territoire ou encore de la santé en compétences partagées, peut contribuer au bien vivre ensemble, en tout cas à une société plus apaisée, alors dans les lycées, mais plus globalement. Que peut la région pour que la société retrouve un peu d'apaisement? Alors, ce que peut la région, ça je ne sais pas. Néanmoins, je reviens quand même en 2 mots. Les portiques, il y a un truc très bien dans les portiques, qui ont été, comment dirais-je, financés par la région et par Laurent Wauquiez, c'est que ça permet à l'administration de mieux contrôler les élèves, les entrées, les sorties. Ça, c'est pas mal. Mais ce n'est absolument pas sécuritaire. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui sert à la sécurité. Puis il y a quelque chose que j'ai vu sur le petit programme de Monsieur Wauquiez. Des caméras avec reconnaissance faciale. En termes de sécurité, il veut nous imposer des caméras avec reconnaissance faciale. On sait très bien où ça va. Les voyous, les racailles et les petits salopards, ils s'en foutent. Ça va uniquement impacter les honnêtes gens. C'est ça la région de Monsieur Wauquiez? Je pose la question aux téléspectateurs. C'est ça, vous voulez avoir des caméras avec reconnaissance faciale partout, comme en Chine, comme en Corée du Nord? C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est un projet de société qui n'est pas possible. Parce que la sécurité, c'est en amont. La sécurité, c'est une meilleure justice qui frappe plus fort. La Donc sécurité, ça, c'est pas des compétences de la région. Pas les compétences. Ça peut être des compétences de la région. On n'a pas beaucoup de temps, mais on pourrait le développer. Mais c'est des compétences globales. Encore une fois, il faut penser global. Il faut penser à tous les échelons, de l'échelon national jusqu'à l'échelon communal. La politique, c'est un tout. Et on a nos adversaires qui sont des techniciens, uniquement des techniciens, qui veulent nous couper les problématiques en petits morceaux, apporter, j'entends Madame Bonivard depuis tout à l'heure nous donner ces petites recelles, un peu plus de sel, un peu moins d'huile, c'est sympa, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ça qui arrange les choses. C'est pas ça qui va faire rétablir la sécurité, le mieux vivre et le vivre ensemble en France. Il faut véritablement renverser la table, remettre tout à plat et revoir les paradigmes. Oui, Peut-être répondre sur la reconnaissance faciale? Oui, exactement. Alors, nous, tout d'abord, Laurent Wauquiez a investi, nous avons décidé d'investir 160 millions d'euros dans la sécurité. Tout d'abord, bien évidemment, pour nos lycéens. Monsieur Lacaillon, je vous ai laissé parler, je souhaiterais que vous me laissiez parler. J'ai trouvé que vous avez fait preuve d'une démagogie incroyable. Quand je vois votre discours habituel politique, je trouve ça assez incroyable. Sur les caméras, il faut dire à nos téléspectateurs comment les choses se placent. Moi, je suis extrêmement attachée aux libertés fondamentales. Je pense même un peu plus que le Rassemblement national. Notre histoire nous le dit. Les caméras de vidéoprotection, nous avons accompagné des communes qui nous en ont fait la demande. Des communes de gauche, des communes de toute sensibilité politique. À Albertville, les caméras de vidéoprotection, elles ont permis d'augmenter de 30% le taux d'élucidation de délits d'incivilité dans la ville. Je termine, je vais y venir. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir, et vous l'avez très bien dit, c'est avoir effectivement de la présence terrain. Nous avons augmenté dans nos compétences de plus de 50% le nombre de personnels de la SUGE, de la sécurité ferroviaire, parce qu'il faut des hommes et des femmes sur le terrain pour assurer la sécurité. Mais les outils techniques nous permettent d'améliorer de manière très importante le travail de nos forces de l'ordre, de nos forces de gendarmerie. C'est eux qui nous le demandent. Ces caméras de vidéoprotection, elles ne peuvent absolument pas être utilisées par le tout venant et les procureurs y ont accès sur demande et elles sont détruites au bout de 15 jours. Sur la reconnaissance faciale, un terroriste est passé dans notre région, tranquillement, à Lyon, dans nos trains, sans que nous ayons pu l'identifier.
Ce que nous ne voulons pas, vous et les ce installez où, ces dispositif-là, caméras dans les gares, cette expérimentation-là, c'est une expérimentation. Cette expérimentation, elle sera faite évidemment avec les services de l'État. C'est de pouvoir identifier toutes les personnes qui sont fichées Est, fichées pour terroristes, et savoir où elles se déplacent, pouvoir savoir quand elles sont à proximité d'une gare. Et l'objectif pour nous, c'est d'être utile, c'est d'arrêter plus facilement ces personnes-là, c'est d'éviter qu'elles puissent se balader tranquillement après avoir commis un attentat dans notre région. Nous ne sommes absolument pas un parti, comme vous l'indiquez, Monsieur Lecaillon. Ce que nous voulons, c'est protéger nos concitoyens. Notre justice, nos lois, elles protègent la liberté de nos concitoyens. Sinon, il n'y aurait pas de caméras en France. Elles sont protégées par une législation extrêmement exigeante et nous nous intégrons totalement dans cette législation. Nous voulons utiliser les outils technologiques pour faire baisser les incivilités, baisser les délits et lutter contre le terrorisme islamiste. Il me semble que vous avez oublié beaucoup de vos discours sur le sujet, alors que nos pays a beaucoup souffert ces dernières années sur la question. Nous, on n'a rien oublié, on va juste s'attaquer Très aux causes. rapidement, et après, on va laisser la parole à Jean-Pierre Béguin. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais reconnaissance faciale, encore une fois, moi, je ne vais pas perdre du temps à vous lire les 4-5 lignes, mais c'est là, hein, c'est clair, net et précis. Donc, si les Rhône-Alpins et les Auvergnats veulent un système à la mode orwellienne, eh ben, écoutez, allez voter. Je suis contente que le Rassemblement national soit contre les mesures de sécurité. Non, Monsieur nous Cotara qui sommes avait pour déjà les voté vraies contre. mesures de sécurité. Monsieur Cotara qui avait déjà Nous voté contre. sommes pour les vraies mesures de sécurité. Vous enfoncez le Vous, ce que clou vous voulez, par c'est fesse. surveiller Très bien. finalement, faire surveiller la population. Croyez-moi que aux forces de si on arrive au gendarmerie, aux pouvoir, forces de police, si elles n'ont pas Si on a- utilisé, si ce n'est pas efficace, les reconnaissance caméras de faciale, vidéoprotection, reconnaissance vous le verrez, faciale. vous le verrez. On Nous, a si on arrive au demandé pouvoir, la- vous Bon, inquiétez mais pas, gendarmes, les on a terroristes, dit les vos racailles et les positions sur voyous, le sujet à on tous s'en les deux. occupera comme il faut. Vous inquiétez pas pour ça. Jean-Pierre Béguin, ma question initiale était C'était le une bien société vivre. plus apaisée. Donc que C'était le peut bien vivre l'échelon ensemble, me régional, voilà, en Donc- matière de bien vivre ensemble. Merci Vincent Lecaillon. Et excusez-moi, on est sur le bien vivre ensemble. Bon, c'est dommage que effectivement, quand on parle du bien vivre ensemble, les moteurs s'emballent et qu'on arrive à ce niveau de discussion. Pour nous, le bien vivre ensemble, c'est pas forcément des caméras, quoi. Ça veut dire que bien vivre ensemble, c'est quoi? C'est tisser du lien. On tisse du lien dans des associations sportives, culturelles. Effectivement, c'est tisser du lien intergénérationnel où des gens vont pouvoir se rencontrer, discuter. Par quoi? Par la culture. C'est la culture qui nous fédère. C'est notre culture commune qui va. Sauf que pour accéder à la culture et pour arriver à des milieux associatifs, il faut des clés, il faut des codes. Et quand j'entendais tout à l'heure dire, par exemple, bah, nous, les chômeurs, on va leur donner 4 000 € et on s'affranchit de ça. Non, c'est exactement le chèque culture à Macron. Oui, bah, le chèque culture à Macron, on va le retrouver sur Amazon. Parce que si des ados n'ont pas les codes pour se rendre dans les salles de spectacle, pour avoir accès à la culture, un accompagnement humain, on sait ce qu'ils vont en faire. Et le lien social, ça passe par là. Comment on aide des associations? Comment on aide l'éducation populaire qui a été Et maltraitée? donc comment vous faites? Eh ben, ça veut dire que toutes ces associations-là, on peut mettre à disposition des moyens pour qu'il y ait du personnel, pour qu'on accompagne les gens, effectivement, et qu'on aille les chercher où ils sont et pas où on voudrait qu'ils soient. Parce qu'au bas, effectivement, des tours dans des quartiers qui ne sont pas forcément favorisés, eh ben, il s'est construit des choses qui se sont construites parce qu'il y a effectivement une désertification des humains et une désertification de la culture, du milieu associatif. Allons à la rencontre de ces gens-là, c'est ce qui va fédérer. Vivre ensemble, c'est le lien social. Le lien social, il passe par des activités culturelles et sportives. Vraiment, un mot et après on passe à la gouvernance. Sur le sujet, la région a accompagné les associations sportives directement sur nos territoires et les associations culturelles. Ce n'était pas fait, encore une fois, par l'ancienne majorité écologiste socialiste. Donc je vous rejoins totalement. Le lien social, les clubs de sport, les plus petits clubs de sport qui forment nos jeunes, c'est ce qui fait évidemment la richesse et nous continuerons à les accompagner comme nous l'avons fait. La région, c'est le premier partenaire des missions locales qui accompagne les jeunes également dans leur parcours. Et nous avons financé le Pass Région pour les jeunes avec des avantages pour l'accès au cinéma, aux librairies locales, aux commerces locaux pour que nos jeunes aillent faire du sport, aillent au cinéma, aillent dans les librairies, puissent se cultiver localement et effectivement pas sur Amazon. Merci.
Un mot. Un mot. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on peut parler un peu virilement avec cœur, tout en se respectant. Moi, je vous respecte. Mais je suis quand même étonné de voir la gauche me parler du vivre ensemble, parce que quand je vois que vous allez vous allier avec LFI, c'est quand même un appel à la décapitation de Madame Garridou, hein, en concernant le président de la République. C'est refus de participer à des maintiens de soutien à la police. C'est des Mélenchons qui ont participé au collectif contre l'islamophobie, à des manifs dans lesquels on entendait Allah Akbar, donc, et des manifs dans lesquels on a entendu des propos antisémites. Donc, je m'étonne que vous, qui alliez dire d'être quelqu'un intelligent, de modéré, vous puissiez faire alliance avec des gens qui viennent de la France insoumise et qui finalement ont des positions et des valeurs qui me semblent bien peu républicaines entre nous. Je vous laisse répondre et après on passe à la gouvernance. Non, je vais pas polémiquer parce qu'on n'est pas dans la surenchère, mais c'est croustillant venant de votre part, dont votre tête de liste arrive de la FI quand même. C'est quand même croustillant que vous me disiez comment je peux faire alliance. La différence, c'est qu'il les Comment a je peux quittés. faire alliance C'est la avec très grande quelqu'un différence, qui arrive d'un parti qui, pour du vous, sophisme. est aux extrêmes des extrêmes. Sauf Donc, qu'il les a quittés. et Sauf voilà. qu'il les a quittés. Ah C'est bon, ça la alors grande c'est bien. différence. Parce qu'on Alors peut c'est changer bien. dans la vie, on peut évoluer Ouais. suffisamment longtemps, alors que vous êtes avec un mouvement d'indigénisme, de communautarisme qui prône la LFI, je m'excuse, qui prône des réunions en je vous semblant, laisse la etc., responsabilité. etc. Merci, J'ai pas envie de Vincent tomber Lecaillou. dans Mais ce oui, vous type n'avez de pas envie de tomber polémique. parce que Non, non. sa polémique, dès qu'on parle sur du fond, dès qu'on on parle pas sur en du va des fond, questions là. Vous êtes techniques, en train vous de les prendre plus beaucoup discuter. d'avance Vincent Lecaillou, vous n'allez pas pouvoir C'est conclure dommage tout quand à même. l'heure. Voilà. On va passer à la gouvernance. Je vais vous rappeler les temps de parole parce que c'est en train un petit peu de se creuser. On a beaucoup entendu au cours de ce mandat de Laurent Wauquiez que la région Auvergne-Rhône-Alpes était la mieux gérée de France. Pour autant, je rappelle que les budgets 2016 et 2017 avaient été annulés par le tribunal administratif sur la forme. D'un côté, on affiche 980 millions d'euros d'économies de dépenses de fonctionnement entre 2016 et 2019. De l'autre, on va plutôt dénoncer une gouvernance à marche forcée et des coupes drastiques. Donc tout simplement, si vous restez à la tête de la région ou si vous prenez la tête de la région, comment vous gérez cette région Auvergne-Rhône-Alpes et comment vous la gouvernez. Jean-Pierre Béguin, vous avez un petit peu de retard. Et je dis que je rappelais les temps, pardon. Donc on va me rappeler les temps de parole, comme ça va vous permettre de... Vous êtes à 14 minutes 30, Vincent Lecaillon. Jean-Pierre Béguin, 13 minutes 22 précisément, et 15h30 pour vous, Émilie Bonivard. Jean-Pierre Béguin. Oui, quand on veut afficher une gestion saine et qu'on a fait effectivement des coupes drastiques et des économies sur le fonctionnement, on peut dire regardez comme elle est bien gérée. Sauf que quand on maintient que la formation a été laminée, que des associations n'ont pas été aidées, qu'il y a effectivement des trous dans la raquette pour parler du lien social, de la formation et autres, et de l'aide aux plus précaires, oui, on peut dire effectivement dans un budget, on a très bien géré, on a fait des économies. Et le résultat, c'est quoi ? Et le résultat, on le voit. Le résultat, c'est que des associations, la culture, on veut parler de la culture, elle est en perdition. La culture est en perdition dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a des secteurs qui ont été touchés et on s'en est rendu compte avec la crise du Covid, dans quelle précarité étaient ces gens-là. Et on le sait. Et je ne veux pas revenir sur les paroles, comment dirais-je, maladroites de M. Wauquiez qui parlait des arts du cirque comme des guignols, je crois, hein, qui étaient dans la rue. Ça me fait quand même un peu frémir quand j'entends ça, quoi. Alors qu'on sait que les arts de la rue, c'est dans une commune quelque chose qui peut amener des gens, qui peut tisser du lien. Voilà. Merci. Vincent Lecaillon, très rapidement. Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'on parle beaucoup plus du bilan de Laurent Wauquiez, parce que finalement, on en parle très très peu, et c'est un peu dommage. Et je voudrais répéter, vous l'avez dit, tribunal administratif, 2 fois, il a été retoqué son budget au tribunal administratif. Il a eu des soucis également avec les socialistes, dans la mesure où il a fait un faux et usage de faux. Du moins, il en accuse des services qui n'étaient pas très honorables. Nous, il a essayé de tricher, je le dis bien, lors du renouvellement le 29/9/2017 de la commission permanente. Il s'est retrouvé le Conseil d'État. Il a été condamné, ça commence à faire beaucoup. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas, parce que les journalistes s'y intéressent pas et n'en parlent pas. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et on nous dit qu'il nous fait beaucoup de... C'est un excellent gestionnaire seulement. Quand vous regardez le fonctionnement et les dépenses réelles, finalement, la part du fonctionnement dans les dépenses réelles n'a cessé de croître pendant tout le mandat de Laurent Wauquiez. Et puis, on peut parler aussi des 22 000 euros pour l'association des chrétiens d'Orient qui n'a pas voulu voter sous pression de la gauche. On peut parler aussi de la clause Molière qui était une petite avancée, mais qui allait dans le bon sens, à partir de laquelle Laurent Wauquiez s'est complètement aplati devant le préfet qui lui a demandé de la retirer. Je veux dire qu'on pourrait
je pourrais vous en parler à 20 minutes. Oui, alors étant donné qu'on a déjà 2 minutes de retard sur la durée de l'émission, merci, on a compris le message. Alors, Émilie sur la Bonnivard. culture, je souhaite revenir sur ce que vous avez indiqué. rapidement, Nous s'il vous avons le même budget de la culture que nos prédécesseurs écologistes et socialistes. Voilà, donc nous avons continué à investir dans la culture. Sur la solidarité, nous avons investi massivement pour les banques alimentaires, pour les bénévoles qui travaillent dans les banques alimentaires, un investissement massif à Chambéry pour les plus précaires et les plus fragiles. Ça, c'est du concret. Voilà, et c'est important pour notre région. Après, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Monsieur Le Caillon. Nous, simplement, la Cour des comptes, qui n'est pas l'organisme le moins impartial de France, a indiqué que nous étions la région qui avait réalisé le plus d'économies et investi le plus dans nos territoires. L'IFRAP nous classe la région la mieux gérée de France. Nous sommes 2 régions à avoir réduit notre endettement parce que nous ne voulons pas laisser de dette à nos enfants, à nos petits-enfants, et nous avons renforcé nos investissements pour nos territoires. Ça, c'est juste les faits. Une bonne gestion, pas d'augmentation de fiscalité sous nos prédécesseurs, 9 augmentations de fiscalité, 0 augmentation de fiscalité sous Laurent Wauquiez. Merci beaucoup à tous les 3. On va passer aux conclusions. Vous allez on va partir sur une base de 30 secondes, je pense, mais il y a un peu d'écart, donc on va me les rappeler. Nous avons tiré au sort l'ordre de cette dernière conclusion. Si vous le souhaitez, vos caméras sont là. Si vous souhaitez parler aux électeurs, et la question, elle est très simple. On le sait, les électeurs se sont très peu déplacés dimanche dernier. Je vais vous demander de les motiver. Pourquoi aller voter ce dimanche? On vous écoute. Émilie Bonnivard, vous avez 30 secondes. La région est utile dans votre quotidien, pour les transports, pour les lycées, pour les communes, pour la santé, pour la sécurité. Cette élection, elle concerne votre quotidien. Allez voter. Faites-nous confiance puisque nous vous avons montré que pendant les 5 dernières années, nous avons tenu nos engagements avec une région bien gérée. Pas d'augmentation de fiscalité, baisse d'endettement, augmentation des dépenses d'investissement. Plutôt que des promesses, des actes, nous les avons montrés. Nous continuerons pour vous, pour nos territoires, au-delà de toutes les sensibilités politiques dans cette perspective. Merci. Vincent Locaillon, vous avez 1 minute. Alors, nous avons en face 2 listes. Une liste qui est une liste mondialiste, dirigée par Laurent Wauquiez, qui essaye avec des coups de com', qui essaye avec un réel effort, que je veux bien céder, mais d'un point de vue technique, à réparer les bêtises qui ont été faites à d'autres niveaux, à d'autres moments, par lui ou par ses amis. Et de l'autre côté, vous avez une liste gloubi-boulga, on a des gens modérés et puis intelligents comme monsieur, puis vous avez des islamo-gauchistes, des indigénistes, etc., derrière la liste de Fabienne Grébert. Donc aujourd'hui, il faut que vous défendiez Français modestes, Français des classes moyennes, il faut que vous défendiez vos intérêts. Et défendre vos intérêts aujourd'hui, c'est voter pour la liste de Andrea Cottara et du Rassemblement national. Sinon, personne ne défendra vos intérêts et encore une fois, vos difficultés, votre insécurité économique, sociale, politique, identitaire continuera. Allez voter dimanche. Faites cet effort, allez voter dimanche et faites-le pour vous. Merci. Jean-Pierre Béguin, vous avez un peu de retard, donc vous avez 1 grosse minute. Oui, j'ai envie de dire, et on l'a vu dans le débat, que la sécurité semblait préoccuper nos adversaires et semblait aussi préoccuper la population. Parlons-en de la sécurité. Quelle sécurité? La sécurité des plus précaires pour les aider à se former? La sécurité des jeunes pour éviter de leur faire la queue, pour aller trouver à manger ou se loger? La sécurité pour arriver à ce que des gens aient accès à la culture, au sport? La sécurité du vivant, c'est-à-dire avoir moins de pollution pour être en meilleure santé? La sécurité sur la biodiversité pour que demain, nos enfants puissent profiter de cette belle région et ne soient pas obligés de rester parce que ça sera pollué, parce qu'on pourra plus se déplacer, parce qu'on aura abîmé la montagne. Oui, parlons de cette sécurité-là, parlons de santé, parlons des gens. Et cette sécurité-là, si vous avez la même définition que la nôtre, votez pour Fabienne Grébert dimanche. Merci beaucoup à tous les 3 pour être venus sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous dimanche dès 19h45 pour la soirée électorale en direct d'ici dans nos studios, mais aussi en préfecture à Chambéry-Annecy pour couvrir également le scrutin départemental et à Lyon. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre fidélité. À bientôt sur 8 Mont Blanc.